Bon, bah écoutez, bonjour Paul Courteau. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur Tech Ethics et merci de vous prêter effectivement au jeu de quelques questions-réponses avec nous et avec notre auditoria et visitorat autour des solutions RH notamment. Bon, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous personnellement, puis Bien sûr. un petit peu Néo Brain? OK. Donc, effectivement, pour me présenter rapidement, donc, je suis Paul Courteau, le cofondateur et CEO de NeoBrain, que j'ai cofondé il y a 4 ans. Avant Ouais. ça, mais j'ai créé ma première activité quand j'avais 16 ans pour aider les jeunes à trouver le métier et les études qui leur correspondent. Et à l'époque, en fait, je me suis rendu compte que les métiers changeaient à vitesse grand V. Derrière le même job, quelques années après, les missions et compétences avaient complètement changé. Et en 2017, j'ai eu la chance de revendre mon entreprise au groupe L'Étudiant et donc de D'accord. fonder en janvier 2018 NeoBrain en basant sur le constat justement du changement accéléré des métiers. Et je me suis intéressé à voir comment les grandes entreprises justement géraient cette évolution. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement elles étaient très douées pour gérer des parcours collectifs, beaucoup plus de difficultés quand il s'agit de construire et d'accompagner des individus, de tenir compte de tout un ensemble de caractéristiques individuelles, mes contraintes, mes appétences, mes compétences. Et donc, on a conçu NeoBrain finalement pour aider à faire rencontrer l'offre et la demande de compétences en interne dans l'entreprise, plutôt pour les grandes organisations, donc à peu près un peu plus de 1000 salariés, qui justement ont d'un côté des compétences qui deviennent obsolètes, de l'autre côté des pénuries de recrutement sur le marché. Et donc, on les aide finalement à créer ces passerelles en interne pour valoriser leurs compétences et leurs forces vives internes. D'accord, très bien. Donc, si je dois résumer, vous êtes une super solution de gestion des talents, c'est ça, de C'est talent ça, management, c'est ça, hein? exactement. Notre cas sur le marché, effectivement, on a une solution de gestion des talents. Ouais. De gestion des talents, d'accord. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu peut-être des différents modules que compose votre offre aujourd'hui? Oui, bien sûr. Effectivement, ça s'est étoffé au fur et à mesure. Donc, on a aujourd'hui une suite qui s'articule autour de 4 modules principaux. Le premier, finalement, c'est notre module, ce qu'on appelle Skills, qui est central. Euh, Son objectif, c'est d'aider l'entreprise à créer son référentiel emploi et compétences, à le maintenir à jour et à cartographier les ressources disponibles dans l'entreprise. Ça, c'est le module Skills, Mhm. qui va derrière alimenter 3 autres modules, 3 fils qu'on va tirer de la compétence. Celui de la mobilité interne. Donc ça, c'est notre module qui s'appelle Mobility, donc allouer la bonne compétence au bon endroit et proposer la bonne opportunité à la bonne personne. D'accord. Et le deuxième, donc, qui est notre module qu'on appelle Upskilling. Une fois qu'on a fait le constat du gap de compétences, c'est assez simple, on vient proposer la bonne formation, le bon outil de développement à la personne concernée pour réduire le gap de compétences. Donc on rend toutes les actions de développement beaucoup plus lisibles. Et enfin, le dernier qu'on appelle chez nous talent, l'objectif c'est d'orchestrer cette conversation continue autour des compétences entre un salarié, le manager et l'équipe RH. Donc ça va être autour de l'organisation des entretiens, par exemple, sur les entretiens annuels, professionnels, D'accord. les revues des talents, pour faire en sorte que la compétence infuse les processus RH jusqu'au plan de succession, par exemple. D'accord, d'accord. Et comme vous disiez en préambule, je crois, votre cible, c'est vraiment les grosses entreprises, plus de 1000 personnes, c'est à peu 1000 près personnes. C'est plus de 1000 ça. personnes, c'est Oui, ça? D'accord, exactement. d'accord, d'accord. Et du coup, sur ce marché du talent management, où vous n'êtes pas seul, évidemment, Heureusement. comment vous différenciez, quels Oui. seraient je sais pas, vos Ouais. différenciateurs clés sur ce marché par rapport à vos éminents concurrents? Je pense qu'il y a un premier facteur qui peut paraître marginal, mais qui a toute son importance, c'est le fait qu'on tienne compte de la motivation du salarié dans les suggestions de parcours qui vont lui être proposés, ou parcours de métier, de formation, etc. Grosso modo, c'est assez simple, c'est-à-dire que quand chez nous, le salarié on va l'aider à formuler ses compétences, on va lui demander de s'évaluer sur son niveau de maîtrise et sur son degré de motivation, ce qui va nous permettre d'identifier finalement à la croisée de ces deux dimensions les compétences sur lesquelles il souhaite capitaliser, celles sur lesquelles il souhaite se former et celles sur lesquelles il a beau être un expert, il n'a plus du tout envie de les mobiliser demain. Et D'accord. ça, c'est majeur quand il faut justement créer des parcours transverses. À l'époque, on a travaillé avec le groupe Renault, par exemple, qui était l'un de nos premiers grands comptes qui nous a fait confiance. On a réussi à amplifier de 60% la mobilité interne transversale, donc créer des passerelles entre des directions qui étaient jusqu'à présent très silotées. Ouais, c'est pas rien. Ça, c'est un exemple un peu concret. Donc ça, c'est le premier facteur, le fait de tenir compte de la motivation. Le deuxième, un point important pour nous, c'est finalement d'être capable de couvrir de A à Z tout le parcours du salarié autour des questions qu'il peut se poser autour de sa carrière, des évolutions dans l'entreprise. Donc, grosso modo, de son profil de compétences, on va être l'outil qui va couvrir le plus de cas d'usage et de possibilités pour lui, que ce soit tout à fait un projet,
que ce soit identifier une prochaine étape professionnelle au sein de l'entreprise, identifier des formations pertinentes, identifier des mentors avec lesquels je pourrais me connecter pour accélérer le transfert de connaissances, etc. Ça, c'est un deuxième facteur clé. Et le dernier facteur, si je devais donner un troisième pilier important, pour nous, c'est toute la veille qu'on apporte à la fonction RH, pour le coup, pour l'aider à formuler et à identifier et anticiper les compétences qui vont émerger et celles qui vont disparaître. On pense que c'est vraiment mixte à l'intersection de deux facteurs que l'entreprise devient plus résiliente. C'est des collaborateurs qui sont acteurs de leur carrière et de l'autre côté, une entreprise qui a plus de capacité d'anticipation pour finalement pouvoir prendre des virages plus facilement. Et donc, pour ça, un peu concrètement, on analyse aujourd'hui, enfin, tous les jours des millions d'offres d'emploi sur le marché, et ça dans une cinquantaine de pays différents, ce qui nous permet de voir quelles sont les compétences qui glissent d'un pays à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre. D'accord. Très intéressant. OK. Donc après, la question qui suit, c'est si des entreprises sont intéressées par votre solution, alors comment elles s'intègrent dans un SIRH? Comment est-ce Oui. qu'on commence typiquement avec vous? Est-ce qu'on commence Oui. par un module, par une brique, et quelle modalité, etc. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, généralement, nous, l'ordre, effectivement, on voit qu'il y a un pattern récurrent dans les différents modules dans lesquels ils s'équipent. Donc, généralement, on commence par le module skills parce que la première épine que le DRH a dans le pied, c'est comment est-ce que je construis et je mets à jour mon référentiel de compétences qui souvent sert de base pour alimenter, pour qualifier par exemple mon catalogue de formation dans mon Learning Management System, donc mon outil voilà, qui va Ouais. gérer les formations. Comment ça va. Ah mince, je crois que vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux, oui, effectivement, il y a une petite Ok. coupure. C'est des mystères. Parfois, ça passe sur mes écouteurs sans raison. Ouais. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc les DRH généralement commencent par le module skills. On construit, on met à jour leur référentiel de compétences qui sert de base pour amplifier tout le reste. Une fois qu'on a notre référentiel de compétences et qu'on a cartographié les ressources disponibles, on a demandé à chaque salarié de s'auto-positionner sur son niveau de maîtrise, de motivation, on a identifié les écarts. À ce moment-là, on va généralement, ce qui en découle, c'est le module mobility, où finalement on se dit, mais super, maintenant, une fois qu'on a une vision assez claire des compétences qui peuvent transvaser d'un côté à l'autre, la mobilité, c'est un moyen pour eux de créer des parcours transverses, de faire bouger les gens, de mettre l'entreprise en mouvement. Sauf que là, on se rend compte qu'il y a un ingrédient majeur pour que ces gaps de compétences soient résorbables, c'est la formation ou le développement des compétences. Donc, c'est là où derrière, on met le module upskilling. Et enfin, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est finalement un bouquet de services supplémentaires pour le salarié qui le fidélise dans son entreprise. Mais ça doit s'inscrire dans les processus RH aussi pour que la compétence devienne un sujet récurrent et qui fasse partie du cœur de l'entreprise. Et c'est là où on déploie le module talent pour justement infuser ça dans des processus plus traditionnels d'entretien annuel professionnel, revue de talent, plan de succession, etc. Voilà comment ça se passe Ouais. traditionnellement. Maintenant, et vous souleviez la question de l'écosystème SIRH, c'est un point majeur aujourd'hui. Je pense que on voit finalement deux rives sur le marché. On a les grands SIRH, Workday, SAP SuccessFactors, Talentsoft, Cornerstone, etc. Et de l'autre côté, on a une multitude de startups extrêmement verticalisées. Chacune va couvrir un besoin très spécifique. Et donc là, donc nous, on est sur une solution de gestion des talents et des compétences. Donc on ne prend qu'un bout. On ne va pas gérer les notes de frais, on ne va pas gérer les absences, on ne va pas gérer. Donc forcément, ça ne reste qu'un bout de la vie du salarié dans l'entreprise. Et donc notre vision, en tout cas, c'est que souvent, on imagine que c'est soit l'un, soit l'autre. On voit qu'aujourd'hui, finalement, c'est le mix des deux qui est assez intéressant entre les entreprises qui ont un core HR, donc le fameux core HR qui est la base de données collaborateurs, qui va déjà permettre de répondre à la première question la plus fondamentale, combien de salariés travaillent dans l'entreprise et où? Et ça, rien que cette question, je pense qu'il y a que la moitié des entreprises, des grandes entreprises qui déjà répondent précisément et en temps réel à cette question. Donc ça, aussi paradoxal ça puisse paraître. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, J'ai déjà entendu cette remarque. Oui. voilà, donc ça, Ouais. c'est vraiment classique et beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Mm. Donc ça, c'est cette base. Et après, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se connecter. On a deux interfaces supplémentaires. Donc, on a une avec le Core HR, puis deux supplémentaires. Une avec ce qu'on appelle le Learning Management System, donc qui va encapsuler toute la formation chez le client. Donc, on va retrouver des 360 Learning, par exemple, Rise Up ou autre. Et après, une deuxième interface avec l'outil de recrutement de l'entreprise. On va retrouver des Smart Recruiters, Digital Recruiters,
qui, eux, vont gérer tout le processus de sélection d'un candidat, la publication des offres à l'interne ou à l'externe, etc. Et nous, finalement, on récupère les offres diffusées par ces systèmes, on vient la distribuer à la bonne personne et en lui proposant les quelques actions de développement à mettre en œuvre pour qu'elle se sente confortable et sûre de ses compétences avant de postuler. Et voilà. Et donc, nous, on gère, par contre, dans l'écosystème SIRH, généralement, le salarié, par exemple, je prends un exemple un peu concret, si je reprends mon exemple de Renault, finalement, quand on a démarré avec Renault, c'était une petite application sur le tableau de bord du salarié sur Workday, qui s'appelle Drive My Mobility, qui est pour le salarié son cockpit de pilotage de sa carrière au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est comme ça que NeoBrain est perçu comme étant une application du SIRH pour le salarié. Nous, on est en marque blanche, donc on n'apparaît pas. Pour le salarié, il est sous la marque de son entreprise qui lui met à disposition un ensemble de services d'aide à la décision. D'accord, intéressant, intéressant. Alors du coup, suite à cette période Covid dont nous sommes pas encore tout à fait sortis, je dirais, est-ce que ça induit des modifications dans votre approche et j'imagine, dans les relations évidemment entre les entreprises et leurs salariés, et dans quelle mesure vous avez intégré ou tenu compte de cette hybridation du travail? Je pense que ça a impacté le travail de plein de manières différentes. On a commencé par le lieu du travail, déjà, qui était un premier sujet, donc avec le télétravail qui est présent. Est-ce que, voilà, donc ça, c'était un sujet pour certaines entreprises, et ça, c'est important parce que c'est pas un sujet pour toutes les entreprises. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression que le télétravail devient la nouvelle norme, sauf qu'il faut rappeler que ça représente que 30% des entreprises qui sont concernées par le télétravail, sachant que 70% aujourd'hui, notamment dans certains secteurs industriels, dans lesquels la présence sur site est nécessaire. Dans l'hôtellerie, par exemple, où pour la grande majorité des effectifs, la présence sur site est également obligatoire. Donc ça, c'est un point important quand même moi, je trouve que c'est important de le rappeler. Au-delà de ça, on a vu, sous notre prisme en tout cas, deux grandes évolutions. La première, c'est finalement le phénomène qu'on a commencé à voir apparaître aux États-Unis, qui était la grande démission, donc des enjeux de rétention des talents, des salariés qui se posent des questions de sens, de quête de sens sur leur métier, qui se disent, bon, si je sautais le pas et que je tentais une reconversion, donc ça peut être à la fois une source d'opportunité incroyable pour l'entreprise, parce que ça peut accompagner des transformations, mais aujourd'hui, parce que justement l'entreprise est souvent un peu trop rigide pour capter ces premières marques, ces premiers signaux faibles d'appétence, de volonté de mouvement, aujourd'hui, ils le vivent comme la grande démission. Et c'est là un premier facteur important, donc quête de sens, reconversion, évolution professionnelle, donc qui change un peu, qui a aussi accéléré d'ailleurs nos sujets. Ça, je pense que c'est un point important. Et je dirais qu'il y a le deuxième sujet, c'est l'accélération de la transformation des métiers. En fait, ce qui se passe, c'est que on a été projeté dans un mode de travail un peu différent, dans lequel la technologie a pris plus de place, ne serait-ce que dans nos interactions quotidiennes quand on était confinés. Et donc, ça a accéléré l'introduction de nouvelles technologies qui étaient encore un peu balbutiantes dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de secteurs qui disent, bon, allez, c'est le moment, c'est l'année, on va investir dessus. Ils ont des périodes un peu en stand-by où les cartes sont distribuées. Et donc, beaucoup d'entreprises ont pris des virages d'activités. On lançait des chantiers comme la décarbonation, qui, par exemple, touche pas mal d'entreprises et qui impacte beaucoup de métiers. Et donc, voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les deux facteurs clés. Modification des attentes de carrière des salariés, beaucoup de sauts de reconversion, et de l'autre côté, beaucoup de transformation, une transformation accélérée des métiers. D'accord, d'accord. Je pense que vous y avez peut-être en partie répondu, mais effectivement, les nouvelles générations semblent avoir une relation au travail et à l'entreprise un petit peu différente, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, hein. C'est des choses évidemment que vous êtes obligé d'intégrer dans vos approches. Ça se matérialise comment en fait? On parlait de grandes démissions, mais justement, il y a un vrai challenge de rétention des jeunes et de les faire rentrer, alors je dirais pas dans un moule, mais en tout cas Ouais, dans une culture, on va dire, d'entreprise, quoi. ouais. Alors ça c'est un point hyper important, parce qu'effectivement, il y a une évolution qui est générationnelle qui est effectivement présente. Alors, les grands phénomènes que je vous donnais, pour moi, cette quête de sens, elle touche toutes les générations à peu près avec le même impact. D'accord. C'est juste qu'effectivement, on se rend compte que les populations, les plus jeunes générations sont parfois un peu plus volatiles, donc ont
plus facilité à passer d'une entreprise à l'autre, de la même manière qu'elles passent d'un réseau social à un autre ou d'un sujet à l'autre. Donc, donc elles sont forcément plus volatiles et moins captives en disant je suis dans l'entreprise, il faut que je fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de pouvoir bouger, etc. Non, non, je peux zapper très, très vite. Donc, ça, c'est bon. Donc, moins de compromis. Ça, c'est assez évident. Au-delà de ça, je pense, nous, la manière dont ça se matérialise très concrètement, c'est surtout sur l'évolution des compétences managériales. Parce que ce sont souvent les managers qui sont les premiers touchés par cette évolution générationnelle, parce qu'ils doivent gérer des équipes avec des codes différents. Donc, le principe, c'est on peut pas forcément, c'est très compliqué de changer une génération entière qui a de notre code, qui a été baignée dans d'autres choses. Donc, on agit sur ce qu'on peut faire bouger. C'est plutôt les compétences managériales et la manière dont les managers vont accueillir, développer, reconnaître, fidéliser leurs talents. Ça veut dire, par exemple, que le feedback, la reconnaissance est encore plus importante qu'auparavant. Où avant, il y avait un côté mission, je fais partie de quelque chose et puis c'est mon job aussi, je suis rémunéré pour ça, etc. Là, aujourd'hui, la manière dont la valeur perçue a glissé, c'est que les nouvelles générations ont aussi mettent beaucoup plus de valeur à la reconnaissance, parfois même plus qu'à une augmentation. Les nouvelles générations mettent aussi de la valeur à être plus embarquées dans les aventures. Plus que, je fais un exemple, on a un parti pris chez NeoBrain, c'est que 100% de nos salariés sont associés au capital. Donc, on a aujourd'hui une centaine, ils sont tous actionnaires de l'entreprise. Même un jeune qui sort de stage, qui c'est son premier job, après 1 an de présence, on l'associe dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui change la dimension parce qu'ils ont envie de faire partie d'une aventure. Donc, parfois, ils quittent des entreprises avec des marques incroyables qui font rêver qui ont fait rêver plein de générations. Et on arrive, nous, petite entreprise modeste, gaulois, tout ça, à venir à capter quand même quelques talents parce que justement, on arrive à les associer à un projet. Voilà. Et ils se sentent investis, ils se sentent engagés et ça change la donne. Bon, très intéressant. Ok, peut-être dernière petite question, alors plutôt en forme de clin d'œil, mais peut-être pour se projeter dans un avenir alors plus ou moins lointain. Les métavers ou métaverses, c'est des choses que vous regardez, qui vous intéressent, dans lesquelles vous commencez à investir ou pas encore? Je pense qu'en fait, c'est intéressant. Je pense qu'on est à un moment un peu assez intéressant parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est sûr que ça fait beaucoup de bruit, on se pose beaucoup de questions. Et comme l'introduction de nouvelles technologies, au moment où elles commencent un peu à se populariser et qu'elles rentrent un peu dans les discours des chaînes de grande écoute, etc., on commence à se poser la question. Et donc, il y a plein d'initiatives qui se créent, plein d'entreprises qui se créent autour de ça pour essayer de trouver les nouvelles applications, les réelles applications des métavers, du métavers, et notamment ces applications. Qu'est-ce qui va apporter de la valeur ajoutée pour pouvoir avoir un modèle rentable derrière. Bon. Et au-delà de ça, nous, on s'intéresse à 2 choses. C'est comment est-ce que les comportements au travail vont bouger avec de nouveaux modes d'interaction, plus indirects, dans une réunion dans laquelle on se voit plus en visio, mais on apparaît sous forme d'un avatar, par exemple. Qu'est-ce que ça change en termes de comportement, qu'est-ce que ça change en termes d'interaction, etc. Et donc forcément, nous, ça va venir impacter les compétences qu'on va mettre en avant auprès chez nos clients. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est aussi ce qui m'intéresse vraiment, c'est également toutes les applications que ça va pouvoir donner sur le marché, notamment la création de nouveaux métiers qui sont directement liés au métavers. On se rend compte qu'il y a une expansion. C'était Jérémy Lamry de Job Teaser qui publiait une étude intéressante, je crois, qui mettait en avant une trentaine de métiers, de nouveaux métiers qui émergent autour du métavers. Ouais, autour du métavers uniquement, d'accord. Ah oui, j'ai pas vu ça. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est là où ça peut devenir une source d'opportunité. Voilà. D'un côté, comment est-ce que ça vient faire bouger les codes au travail? De l'autre côté, comment est-ce que ça peut être source d'opportunité, création de nouveaux métiers, de voir plus comme une opportunité qu'une menace. D'accord, très bien. Écoutez, Paul Courtiot, CEO de NeoBrain, merci beaucoup, très intéressant. Merci Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.